Salut à tous, c'est l'Enduro Family. Donc on est de retour pour une nouvelle série de vidéos sur la préparation des moteurs de temps de A à Z. On va tenter de faire le tour complet du domaine, que ce soit pour cyclo, moto, hors-bord, paquebot, peu importe. Donc voici cette première vidéo d'introduction à la préparation des moteurs de temps. Après nous rentrerons pour les vidéos suivantes beaucoup plus dans le détail avec les diagrammes évidemment, la carburation, l'allumage, la variation pour les scooters. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit like, comme ça on saura exactement si ça vaut la peine qu'on vous fasse ces séries de vidéos. Donc dites-nous dans les commentaires, et un petit like si ça vous dit, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite parce qu'il arrive du très lourd. Dans sa course montante, le piston comprime le mélange et le prépare à l'allumage. En même temps, il crée une dépression dans le carter qui permet d'aspirer un nouveau mélange frais par le carburateur. Après l'allumage et dans sa course descendante, le piston transforme la pression sur sa surface en travail utile. Simultanément, il découvre la lumière d'échappement par laquelle s'échappent les gaz de combustion et il comprime le mélange contenu dans le carter. Ce mélange ainsi comprimé passe par les transferts et se retrouve dans le cylindre où il effectue un travail de balayage. Ce travail consiste à chasser les derniers résidus de la combustion précédente et à remplir la chambre de combustion de mélange frais. Puis le piston remonte, les lumières se ferment, le mélange se comprime et le cycle recommence. L'ensemble de ces opérations s'effectue durant l'espace d'une montée et d'une descente de piston, d'où la dénomination de deux temps attribuée à ce type de moteur. Plus le nombre de pièces sollicitées et de phases est faible, plus les phénomènes qui gèrent le fonctionnement d'un système s'avèrent complexes. Et comme sur un moteur de temps il existe de nombreuses interdépendances entre les différentes phases, le plus petit détail influence tout le processus. En théorie, un moteur de temps caractérisé par seulement deux phases devrait fournir, à régime de rotation et à cylindrée égale, une puissance 2 fois supérieure à celle d'un 4 temps. Dans la réalité, ceci ne se vérifie quasiment jamais. Le 2 temps a en effet un rendement thermique, mécanique et volumique inférieur à celui d'un 4 temps. De plus, même si l'on prend en compte sa puissance spécifique très élevée, il faut tenir compte du facteur consommation qui n'est franchement pas en faveur du 2 temps, qui consomme pratiquement 2 fois plus. L'arrivée de l'injection lui ferait vraiment du bien, lui redonnera un petit coup de jeune. Il est surtout la conséquence d'un système d'échappement efficace qui, en plus d'aider à l'extraction des gaz brûlés, facilite l'aspiration des gaz frais dans le cylindre tout en empêchant à ce même mélange d'être évacué directement à l'extérieur sans avoir été brûlé. Ces phénomènes ne durent que quelques millièmes de seconde. On imagine aisément le degré de difficulté d'une intervention. En enduro et en motocross où les 4 temps gagnent de plus en plus contre les 2 temps, les puissances sont équivalentes avec l'avantage d'une courbe de puissance beaucoup plus utilisable, même si les 4 temps doivent prendre plus de tours. Mais les réparations et les pièces détachées reviennent vraiment beaucoup moins cher sur un 2 temps. Alors on va parler un petit peu de la conception des moteurs de temps, pour essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la préparation. La conception d'un moteur se résume à deux paramètres fondamentaux, la recherche de puissance et la recherche de fiabilité, le but étant de parvenir à un juste compromis. La fiabilité peut être notamment obtenue par un assemblage particulièrement soigné après ajustage, rectification et contrôle des pièces dans le respect des tolérances et des jeux. Évidemment, ceci n'est valable que dans le cas d'un dimensionnement correct des composants, lui-même dépendant des contraintes de fonctionnement, de la qualité des pièces et le budget permettant de les acquérir. On peut donc dire que la limite supérieure de la puissance est directement liée aux matériaux utilisés, donc au budget. La différence entre les écuries privées et les usines résulte en grande partie de ce dernier point. Les grandes équipes ont les moyens de pousser très loin l'analyse et le développement de chaque composant, du plus essentiel au plus insignifiant, en apparence, puisque chaque petite chose contribue toujours à améliorer la performance, afin d'éliminer pratiquement toute probabilité de rupture. En analysant aussi bien la forme que la composition des éléments, les grandes écuries peuvent ainsi définir la durée de vie optimale de chaque pièce et les changer avant que n'apparaissent les premiers signes de fatigue ou d'usure. La majeure partie des travaux effectués pour améliorer la fiabilité a aussi une influence positive sur la puissance puisqu'elle aboutit à la réduction de certains frottements. Alors un gain de puissance pure suppose l'introduction d'une plus grande quantité de mélange air-essence dans le cylindre à chaque phase d'aspiration. Une homogénéité optimale de ce même mélange à l'intérieur de la chambre de combustion. Une combustion optimale du mélange de façon à produire la pression la plus élevée et la plus utile possible.
Une autre méthode d'augmentation de la puissance consiste à accroître le régime moteur. Le but est le même puisqu'en augmentant le nombre de phases d'aspiration pour une même durée, on augmente la quantité d'air introduite. Cette solution peut sembler plus facile, mais elle n'est pas sans risque. La courbe de puissance est généralement plus difficile à gérer et elle ne favorise pas la fiabilité. Quelle que soit la méthode choisie, un contrôle rigoureux de chaque composant du moteur s'impose car aucun constructeur n'a le temps de le faire. En effet, il ne faut pas oublier que les usines font souvent appel à des sous-traitants et limitent souvent leur rôle à l'assemblage des éléments qu'elles ont dessinés. Ainsi, si une tolérance de quelques centièmes peut s'avérer suffisante dans la plupart des cas, elle n'est pas admissible lorsque l'on touche à la mise au point poussée. Si le contrôle devait être total, il générerait des coûts incompatibles avec cette production en grande série. Les constructeurs préfèrent donc intégrer dans leur dessin certaines tolérances géométriques dimensionnelles de façon à compenser les conjonctions d'erreurs. C'est pour ça que tous les moteurs fonctionnent mais ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent être pris à la main, pièce par pièce, et ajustés. C'est ce qui fait la préparation. La préparation ne se limite pas à limer par-ci par-là. Elle implique un contrôle maniaque des cotes, des tolérances de chaque composant. On peut toujours augmenter la puissance en ajustant les tolérances et les appareillements des pièces. Voilà, c'en est fini pour cette toute petite vidéo d'introduction. C'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Et puis le gros morceau arrive derrière. On va rentrer vraiment dans le sujet avec le fonctionnement, la théorie et la pratique. Et tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour tirer des chevaux de son moteur de temps. Voilà, salut à tous, tchuss!